L'artère subclavière est une artère très importante qui va participer à la vascularisation de nombreuses structures, à la fois du cou, du membre thoracique, de la paroi thoracique et abdominale, mais aussi, on le verra, de l'encéphale. Nous allons décrire principalement l'artère subclavière droite en essayant chaque fois de donner les détails qui permettent de connaître les différences avec ce qui se passe du côté gauche. Voici représenté ici un hémithorax sur lequel on peut représenter un certain nombre de structures classiques que sont ici l'incisure jugulaire du sternum, le relief de la clavicule que l'on va marquer fortement pour cette artère subclavière dans cette région subclaviculaire. Ici, le relief de la première côte. On va pouvoir mettre en place sur le relief de la première côte et dans un plan situé en arrière-dessus de la clavicule, ici, le muscle scalène antérieur représenté de manière très simple, mais qui sera important pour l'étude de cette artère subclavière. L'artère subclavière va naître de manière différente, à droite et à gauche, et l'on peut représenter de manière très schématique ici l'arc aortique pour dire que de cet arc aortique va naître, donc nous sommes en arrière évidemment du sternum, un tronc artériel brachiocéphalique à droite qui donnera une artère carotide primitive et une artère subclavière droite que l'on peut schématiser de cette manière sur le petit schéma d'introduction et dont on voit que les rapports sont importants avec ce scalène antérieur. Si l'on voulait simplement donner la différence par rapport au côté gauche, eh bien voici l'artère carotide primitive ou artère carotide commune du côté gauche qui naît, tout comme l'artère subclavière gauche, directement de cet arc aortique. Donc on voit déjà une première différence entre la gauche et la droite. On voit quel va être le plan de cette question. Nous allons étudier évidemment l'origine de cette artère subclavière à droite à partir du tronc artériel brachiocéphalique, le trajet qui se fait en pontant ici la première côte, en passant au-dessus de la région du dôme pleural qui sera un rapport très important de cette artère subclavière, on le reverra, et en arrière du muscle scalène antérieur dans le défilé des scalènes. La terminaison se faisant dans la fente costo-coraco-claviculaire pour que cette artère subclavière devienne l'artère axillaire. On étudiera donc d'origine le trajet et la terminaison de cette artère subclavière. On étudiera les branches collatérales, on étudiera les rapports dans les différentes régions et on verra qu'il existe des différentes pathologies principalement représentée par des compressions de cette artère subclavière, notamment dans sa portion interscalénique, par exemple chez des gens très musclés ou musclés. Alors on va tout d'abord commencer. Je vous rappelle l'orientation sur le premier schéma, c'était une vue ventrale, donc orientée de cette manière. On va présenter cette artère subclavière de manière extrêmement simple et sur un schéma type artériographie. Voilà ici représenté l'aorte et sacros, sans rentrer dans les détails, et cette artère, ce tronc artériel brachiocéphalique à droite, qui va venir se diviser en une artère carotide primitive et une artère subclavière droite, qui va particulièrement ici nous intéresser. On a dit que cette artère subclavière avait un trajet en arc de cercle avec une concavité inférieure au-dessus de la première côte, et elle va donc donner différentes branches collatérales que nous allons décrire immédiatement.
La première branche collatérale, qui est la branche collatérale la plus importante, naît très vite de cette artère subclavière à sa face supérieure et va venir circuler dans les foramen intertransversaires à partir de la 6e vertèbre cervicale. Il s'agit de l'artère vertébrale qui monte dans le canal transversaire des processus transverses des vertèbres cervicales, de la 6e à la 1re, qui rejoindra, en passant le foramen magnum, la cavité crânienne, et elle s'anastomosera avec l'artère carotide interne via le polygone de Willis. Elle assure notamment la vascularisation du tronc cérébral et de la partie postérieure de l'encéphale. Quasiment parallèlement, mais cette fois vers le bas, va naître une deuxième branche, qui est une branche un petit peu plus fine, qui est une branche importante, qu'on appelle l'artère thoracique interne, avant artère mammaire interne, puisqu'elle participe à la vascularisation de la glande mammaire, mais aussi de la paroi thoracique abdominale. Et elle va s'anastomoser au niveau de cette paroi, notamment avec les artères iliaques. Vous allez comprendre que les anastomoses sont extrêmement fréquentes. Puis on retrouve un tronc costaud cervical que l'on peut représenter de cette manière, dont on ne représente que l'origine. Ce tronc costaud vertébral va venir donner deux artères. Une artère cervicale profonde qui va participer à la vascularisation du cou et de la colonne vertébrale, et une artère thoracique suprême qui participe à la vascularisation de la paroi du fil costal. Et puis on trouve un gros tronc qu'on appelle le tronc thyrocervical et qu'on appelait avant le tronc thyrobicervico-scapulaire en raison de ces différentes branches que vous voyez représentées. La première branche est la branche thyroïdienne, thyrobicervico-scapulaire. Il s'agit de l'artère, alors on va passer en arrière ici. Il s'agit de l'artère thyroïdienne, inférieure qui vascularise la glande thyroïde, et puis on retrouve une artère cervicale ascendante, une artère cervicale transverse qui sera d'ailleurs l'artère du lambeau de trapèze, et une artère suprascapulaire, donc avec de nombreuses anastomoses à l'intérieur du cou, avec les autres artères cervicales, et des anastomoses également au niveau de la ceinture scapulaire avec les autres artères scapulaires, et notamment avec la dernière branche qui est ici représentée et qui est l'artère dorsale de la scapula. Il existe aussi des artères pour les muscles scalènes. Vous avez donc ici tronc thyrocervical, tronc costo-cervical, artère dorsale de la scapula, l'anastomose avec l'artère axillaire, et notamment autour de la ceinture scapulaire. On peut distinguer, on le reverra sur la vue suivante, au niveau des rapports de ces branches collatérales, différentes parties. Je vous ai dit que l'artère subclavière circulait dans le défilé de Scalène, on va le revoir. La plupart de ces branches collatérales, mis à part l'artère dorsale de la scapula, naîtront dans la partie interscalénique. On va le revoir tout de suite. Pour mettre en évidence ces différents rapports, je vais vous faire sur un petit schéma, mais en vue antérieure, les rapports sur un petit schéma qui voudra être celui-ci très simple et un peu bilatéral, les rapports avec les éléments à distance. Voici la colonne cervico-thoracique. Vous voyez ici représenter les incus. Ici, sur cette première vertèbre thoracique, on représente les processus transverses. Voici
les processus transverses très particuliers des vertèbres cervicales, caractérisés par la présence d'un foramen intertransversaire. On va représenter ça de chaque côté. Dans ce foramen intertransversaire, on va mettre tout ça en place, va circuler l'artère vertébrale. On peut représenter ici de chaque côté la première côte qui est la plus large et surtout qui est très oblique en bas et en avant. On peut représenter cette première côte évidemment des deux côtés, pour présenter des choses un petit peu différentes. Bien évidemment, ici, on peut représenter la clavicule qui sera sectionnée très précocement de ce côté. Alors même si on étudie l'artère subclavière du côté droit, on va représenter les deux côtés parce que là, je vais vous représenter des choses qui sont relativement symétriques, en commençant de ce côté par très simplement la représentation du muscle scalène antérieur qui est très fusiforme et qui s'insère sur le tubercule antérieur des processus transverses des vertèbres de C3 à C6 et que vous voyez ici et qui va constituer avec en arrière le scalène moyen le île de passage de cette artère. Voilà cette artère subclavière qui fait un véritable, comme on l'a représenté tout à l'heure, qui fait véritablement une courbure au-dessus de cette première côte dans la région du dôme pleural, qu'on peut représenter de cette manière et avec laquelle elle aura des rapports très particuliers. On va revoir évidemment tous ces éléments. Nous sommes ici dans le défilé des scalènes, on va le revoir. On peut représenter très simplement ici en arrière le muscle scalène moyen qui définit avec ce scalène antérieur le plan du défilé des scalènes. Il se termine aussi sur la première côte et donc on retrouve entre ce scalène antérieur en avant et ce scalène moyen en arrière ce qu'on appelle le défilé des scalènes, le île interscalénique entre le scalène antérieur en avant et le scalène moyen en arrière du défilé des scalènes. Alors qu'en avant du scalène antérieur, on va retrouver le île préscalénique dans lequel circule la veine subclavière, vous voyez représentée ici, qui sera donc un rapport antérieur important de l'artère subclavière. Et dans la partie postérieure, on peut venir représenter deux branches très importantes qui vont venir se réunir pour former le faisceau primaire, le tronc inférieur du plexus brachial, qui sera un rapport postérieur très important de cette artère subclavière et qui va émettre des rapports particuliers avec des structures ligamentaires et notamment un ligament costo-pleural que l'on peut représenter ici entre la côte et avec ces deux parties entre lesquelles va circuler ce tronc primaire, c'est plutôt cette racine C8. On peut représenter également un ligament vertébro-pleural. On pourrait représenter également un ligament transverso-pleural qui lui est plutôt considéré comme un troisième scalène. En avant, les rapports
vont être très différents. Je ne vais pas représenter l'artère et la veine subclavienne, mais plutôt des éléments qui vont constituer les structures dans un plan plus antérieur. Voici tout d'abord le faisceau sternomastoïdien du muscle sternocléidomastoïdien qui fait partie des faisceaux superficiels, tout comme ici, vous voyez représenté le faisceau cléido-occipital superficiel de ce muscle sternocléidomastoïdien qui vient s'insérer sur la clavicule, laissant en arrière ce petit triangle de Sedillo à travers lequel on peut venir fonctionner la veine jugulaire interne. Je ne veux pas vous la représenter. Pour vous dire que ce sternocléidomastoïdien, dont on peut représenter également le chef cléidomastoïdien plus profond, va être compris dans un dédoublement du fascia cervical qu'on va sectionner ici sur la ligne médiane. Cette lame superficielle qui vient se terminer ici au niveau claviculaire, ici qui va se prolonger vers le trapèze, constituera donc un élément antérieur important à cette région subclavienne, et plus en arrière, on peut représenter également, dans un plan un petit peu plus profond, les muscles sous-hyoïdiens, avec notamment ici un muscle, avec deux muscles, un muscle ici sterno-hyoïdien et ici un muscle plus profond sterno-thyroïdien et ici de manière beaucoup plus latérale, et si l'on représente ici la scapula, on peut venir mettre en place un muscle profond, on va le représenter de cette manière, le muscle homohyoïdien avec son ventre inférieur, son tendon intermédiaire et bien sûr il s'agit d'un muscle infrahyoïdien. Tous ces muscles infrahyoïdiens vont être entourés par la lame prétrachéale du fascia cervical qui elle est appendue au muscle homohyoïdien et entoure l'ensemble de ces muscles infrahyoïdiens. On va la sectionner ici. Voilà pour les rapports antérieurs de cette région subclavière. Alors, on peut continuer cette présentation sur l'artère subclavière en mettant en place maintenant des rapports beaucoup plus proches de cette artère, et notamment toujours sur une vue antérieure, dont la partie crâniale serait en haut et la partie gauche à droite du tableau, en venant maintenant réaliser un zoom, c'est-à-dire une vue telle que l'on l'a déjà représentée, mais beaucoup plus grande. Voici ici le sternum qui a été sectionné, voici ici la clavicule qui a elle aussi été sectionnée, voici nous sommes en regard de la deuxième vertèbre thoracique, ici le corps vertébral de la première vertèbre thoracique, ici c'est 7 avec ces incus, c'est 7, c'est 6, allez on va représenter c'est 5, ici les processus transverses qui sont beaucoup plus latérales, et à ce niveau-là également les processus transverses des vertèbres cervicales avec
les tubercules et le canal intertransversaire. On peut venir maintenant mettre en place ici la première côte très oblique en bas et en très oblique en bas et en avant. Voilà cette première côte qui accueille dans sa concavité la région, on l'a dit tout à l'heure, du dôme pleural, on représente en vert, ce dôme pleural étant constitué de l'apex pulmonaire, également de ses structures pleurales entourantes et de son système suspenseur de la plèvre, à savoir les différents ligaments dont on a parlé précédemment, mais également le fascia endothoracique qui fait adhérer très fortement cette plèvre à la première côte. Les structures musculaires à mettre en place sont le muscle scalène antérieur qui s'insère, on l'a déjà dit, sur les tubercules antérieurs des vertèbres de C3 à C6 et que l'on va, pour les besoins de ce schéma, venir récliner complètement latéralement en mettant en place, par exemple, un petit crochet. En arrière, et s'insérant maintenant sur les tubercules postérieurs, on peut venir représenter le muscle scalène moyen qui définit avec le muscle scalène antérieur, on l'a dit tout à l'heure, un défilé, un île interscalénique entre le scalène antérieur en avant et le scalène postérieur en arrière, et ce île scalénique va être divisé en différentes parties. Tout d'abord, une portion interscalénique en dedans des scalènes, une portion intrascalénique entre les scalènes et une portion extrascalénique en dehors des scalènes. Et bien évidemment, on commencera par la mise en place de l'artère subclavière, qui naît donc du côté droit, du tronc artériel brachiocéphalique et qui vient passer en pont au-dessus de cette première côte et circule dans le défilé des scalènes en arrière du tendon, du muscle scalène antérieur, entre le scalène antérieur en arrière et le scalène postérieur, le scalène moyen, pardon, en arrière. Son rapport antérieur principal, on l'a déjà dit tout à l'heure, on ne va pas rentrer dans les détails, c'est la veine subclavière dans le île préscalénique qui va recevoir ses branches collatérales que sont la veine vertébrale, la veine jugulaire externe, la veine jugulaire antérieure et en arrière, la veine jugulaire postérieure. Bien sûr, on pourra mettre en place la veine céphalique par exemple. Bien. Ce qui va nous intéresser, ce sont les rapports par rapport à ces scalènes, et les rapports les plus postérieurs vont se faire avec les branches du plexus brachial et notamment avec les faisceaux. Voilà le faisceau primaire, le tronc primaire qui naît de la réunion des racines CVT1, mais également voici le tronc moyen issu de la racine C7 et le tronc supérieur issu de la réunion des racines C5 et C6, et ces troncs vont venir se remanier pour former les faisceaux du plexus brachial, les faisceaux de ce plexus brachial constituant véritablement le lit de l'artère axillaire
maxillaire ou de la partie terminale de l'artère subclavienne avant que celle-ci ne sorte de cette région. On peut donc mettre en place maintenant les branches collatérales en précisant d'abord les branches intrascaléniques, avec la première branche évidemment qui est l'artère vertébrale, qui va d'abord présenter un trajet oblique vers l'arrière, présenter un rapport avec le processus transverse des vertèbres de la 7e vertèbre cervicale pour venir pénétrer dans le canal intertransversaire de la 6e vertèbre cervicale, accompagnée de la veine vertébrale et du nerf de François Franck, peu importe. En arrière, ici en transparente, l'artère thoracique interne qui circulera à la face dorsale du grille costal antérieur. Le tronc costo-cervical, qui va partir très en arrière pour donner ses artères cervicales profondes et artères cervicales artère thoracique suprême. Le tronc thyro-bicervico-scapulaire avec sa première branche qui est l'artère thyroïdienne inférieure qui vient réaliser une véritable crosse sous le tubercule de Chassaignac, tubercule du processus transverse de la 6e vertèbre cervicale, et passer en avant de l'artère vertébrale et en arrière du paquet jugulo-carotidien. La deuxième branche collatérale, c'est l'artère cervicale ascendante. La troisième branche, l'artère cervicale transverse en rapport avec le plexus brachial, et l'artère suprascapulaire pour laquelle on ne donnera pas de détails. On peut venir également mettre en place dans un dédoublement du fascia du muscle scalène antérieur, la lame trachéale du fascia cervical, le nerf phrénique qui rejoint le thorax, nerf phrénique, dans ce dédoublement de la lame prévertébrale du fascia cervical, et qui va circuler entre l'artère et la veine subclavienne en contournant le ventre musculaire de ce scalène antérieur. Donc dans un dédoublement, on peut représenter de cette manière de son fascia. Dernière structure très importante, le système sympathique paravertébral, qui va circuler en arrière de l'artère carotide interne, en avant de la colonne vertébrale, ou à la jugulaire, je ne vais pas vous présenter, en avant de la colonne, et donner un certain nombre de structures ganglionnaires. Tout d'abord un ganglion cervical moyen en regard de C6 ou C5, avec souvent un dédoublement au niveau de l'angle de Drobnik, et un ganglion cervical inférieur qui va être situé en avant de cette artère subclavière et qui s'anastomose avec un ganglion thoracique supérieur, le premier des ganglions thoraciques qui va avoir pour particularité de s'anastomoser avec ce précédent, avec par exemple ici une anse qu'on appelle l'anse de Vieux-Sens entre le ganglion cervical inférieur et le premier ganglion thoracique sous l'artère subclavière, et il va exister comme ça 3 anses nerveuses sous l'artère subclavière. Donc voici la première, une seconde qui est l'anse du phrénique entre le nerf phrénique et ce ganglion cervico-thoracique, et enfin une dernière anse. Si l'on représente ici la 10e paire des nerfs crâniens, eh bien une anse sous l'artère subclavière pour donner le nerf récurrent, le nerf qui donnera le nerf laryngé inférieur. Voici cette 3e boucle sous l'artère subclavière. À gauche, ce nerf récurrent est sous la porte, donc il n'y a que deux branches, mais il faudrait dessiner en plus le conduit lymphthoracique qui vient se terminer au niveau de tronc veineux brachiocéphalique. Pour terminer très rapidement, une petite coupe qui résume bien les choses, une coupe qui passe en parasagittal par l'axe de l'artère vertébrale.
Voici représentés les processus transverses et l'articulation de la côte pour T2, T1, et puis les processus épineux de C7, C6 et C5 au niveau du canal transversal. En avant, on peut venir représenter ici la première côte en coupe. Ici, on peut représenter la clavicule en coupe, et l'on peut mettre en place un certain nombre d'éléments. Le muscle subclavier qu'on n'a pas représenté, mais qui va participer à la protection de la veine subclavière en avant. Ici, le muscle grand pectoral. Ici, la terminaison du muscle sternocléido-mastoïdien dont on a parlé. Et ici, le muscle homoyoïdien, tous ces muscles étant engainés dans des fascias. Ici, la lame superficielle du fascia cervical qui va se prolonger ici par le fascia du muscle grand pectoral. Ici, le fascia cervical moyen ou aponeurose cervicale moyenne ou la prétrachéale du fascia cervical. En arrière, on peut venir représenter la veine subclavière qui vient recevoir ici à travers ces feuillets, à travers un petit repli qu'on appelle le repli de Dickel, la veine jugulaire externe, et plus en arrière, on peut représenter ici l'artère subclavière qui va donner l'artère vertébrale qui va présenter un premier trajet V1 oblique en haut et en arrière, puis V2 dans les canaux intertransversaires. En avant, on pourrait venir représenter ici l'artère thoracique interne, ici le départ de la veine vertébrale, qui n'est pas dans le même plan, et bien sûr, ici, cet apex pulmonaire avec cette gouttière ménagée pour l'artère subclavière, son bord antérieur, oblique en bas, en avant, en pente douce, et son bord postérieur, beaucoup plus abrupt, beaucoup plus vertical. Je ne représente pas la plèvre qui l'entoure. Je représente simplement les racines nerveuses de C5, C6, C7, un peu basse, C8, T1, T2, et le système lymphatique avec, en regard de T6, la petite crosse de l'artère thyroïdienne inférieure et l'anse de Dubrovnik, le ganglion cervical moyen, le ganglion cervical inférieur et le ganglion thoracique supérieur avec ici cette anse de vieux singe qui les réunit, et ce ganglion stellaire qui prend son nom de l'existence de nombreuses petites branches qui lui donnent un aspect parfaitement étoilé, percé par cette artère. Bien, tout ceci pour conclure sur cette artère subclavière très profonde dont les rapports sont vraiment très importants avec l'apex pulmonaire, un cancer de l'apex pulmonaire pour entraîner un syndrome de Pancoast-Tobias avec atteinte des racines cervicales, pourquoi pas une compression de l'artère cervicale, une atteinte de ce système sympathique entraînant un syndrome de Claude Bernard Horner associant myosistosis et une ophtalmie, des rapports des branches collatérales très importants à connaître, enfin des rapports antérieurs qui vous ont été présentés. Cette artère peut être explorée évidemment en échographie, en scanner, en IRM. Elle peut être également atteinte dans un syndrome du défilé des scalènes, quand les scalènes sont très contractées, entraînant une compression et un défaut de vascularisation du membre. Je vous remercie pour votre attention.